de cocher ceux qui sont là. Ah, Et donc, comme c'est un sujet qui suscite énormément de questions, la CSRD, on a voulu organiser ce webinaire aujourd'hui pour essayer de décortiquer un petit peu la problématique. Je te laisse la parole, Laurence. merci, merci Sophie. Donc, bienvenue à tous. Donc, je vais présenter très très brièvement nos trois intervenants qui vont donc ponctuer cette intervention. Donc, j'accueille aujourd'hui donc Myriam Faure, qui est directrice communication et pilote de la RSE au sein de l'entreprise Chomara. Merci Myriam de ta présence. Également Nicolas Leleu, qui est donc risk manager au sein du groupe Porcher, Bonjour à tous. basé donc en Isère. Et puis donc pour la partie principale de cette intervention, nous accueillons Didier Sancé, qui est donc cofondateur de Minéo et qui a bien voulu apporter son éclairage et son expertise sur ce sujet tout au long donc de notre webinaire. Voilà, donc on a un webinaire qui est calé sur environ 1h15, peut-être 1h30 en fonction des questions-réponses, et qui va être une alternance donc, de témoignages, de cas pratiques et de contenu. Voilà, je vous laisse la main pour démarrer, Didier, sur le contexte qui nous a amené à préparer ce contenu. Merci Laurence, merci Sophie et bonjour à tous et merci du temps que vous nous consacrez et du temps que vous prenez tous pour vous intéresser à ce sujet évidemment d'actualité, la CSRD. Et avant de le traiter à proprement parler, ce que je vous propose, c'est de mettre les choses un petit peu en perspective et comprendre effectivement quelles ont été les origines de réflexion et comment cela s'inscrit aujourd'hui dans l'évolution des modèles d'entreprise. Alors, tout d'abord, effectivement, il ne vous a pas échappé, je crois, si vous êtes là, si vous en êtes convaincu, que la prise en compte des enjeux de durabilité est devenue vraiment quelque chose d'incontournable dans le fonctionnement des entreprises. De manière un tout petit peu provocante, on ose affirmer qu'il est devenu incontournable aussi pour la pérennité des modèles d'affaires des entreprises. On a vu en effet ces dernières années une évolution considérable des attentes des parties prenantes, avec une vraie accélération depuis le Covid. Alors, ça a commencé avec les collaborateurs. On a beaucoup parlé des jeunes générations et de leur volonté de s'engager dans des entreprises, j'allais dire classiques, la recherche de sens. On a beaucoup parlé du travail à distance, du réengagement des collaborateurs post-Covid. Bon, un mouvement est né aux États-Unis qui s'est importé en France, la Big Resignation, avec des collaborateurs qui viennent dans les entreprises. Et donc, la recherche de sens est devenue quelque chose d'extrêmement important, essentiel. Les entreprises ont bien compris. Depuis 2 ans maintenant, on assiste également à une évolution très notable des chaînes de valeur avec des demandes de donneurs d'ordre dans beaucoup de secteurs d'activité, et le vôtre n'y échappe pas, bien évidemment, avec des attentes de donneurs d'ordre qui, pour leurs sous-traitants, leur réclament des engagements socio-environnementaux de plus en plus marqués et en font vraiment des critères de choix de plus en plus forts. Une troisième partie prenante qui pousse beaucoup, c'est le monde financier, que ce soit les investisseurs qui ont bien compris qu'aujourd'hui, ces sujets de durabilité s'invitaient à la table et font de plus en plus, en entrant dans des lignes d'investissement, des sujets de due diligence au même titre que les due diligence financières et juridiques, et ont bien compris que ça devait aller devenir très rapidement des enjeux de valorisation objective des entreprises. Les banques, qui aujourd'hui ont identifié les enjeux RSE comme étant des éléments de risque systémique pour les entreprises qui ne s'approprient pas ces sujets. Il y a des études prospectives qui démontrent aujourd'hui qu'à horizon 2035, un tiers des entreprises, donc c'est considérable, pourraient avoir des risques de défaillance liés à la non prise en compte de ces enjeux, parce que bien évidemment, comme on vient de le voir, si les entreprises ont du mal à recruter et à fidéliser leurs collaborateurs, si elles ont du mal à vendre parce qu'elles ne prennent pas en compte suffisamment ces enjeux, si elles ont du mal à se financer, pardon, sur le haut ou sur leur bas de bilan, eh bien, il est clair que les enjeux de pérennité deviennent avérés. Et 80% des dirigeants aujourd'hui l'ont bien compris et intègrent ces enjeux de durabilité aujourd'hui dans leurs 5 premières priorités. Alors, avec des degrés divers. 7% le font en profondeur et sont dans une logique transformative. 27% ont entamé un certain nombre d'actions, effectivement, de prise en compte de ces sujets-là et suivi au niveau des comités de direction et des COMEX. Et 46% aujourd'hui savent qu'il faut y aller et ne savent pas trop comment. Et donc, les vraies questions à se poser aujourd'hui, c'est finalement quels sont les enjeux prioritaires, que doit changer, comment intégrer ces enjeux dans un contexte où finalement très peu d'entreprises sont préparées à ça et n'ont pas de culture RSE à proprement parler. Voilà, on est tous habitués à faire
du business, j'allais dire. On connaît bien nos secteurs d'activité. En revanche, ces enjeux sont des enjeux complètement nouveaux et on a du mal effectivement à les lier avec le business. Alors, un point de définition également, on parle beaucoup de ESG, RSE, on aime beaucoup parler d'impact positif, et si je fais cette introduction, c'est parce que c'est complètement lié également avec la philosophie de la CSRD. Pour nous, l'impact positif, ça inscrit l'entreprise dans une double dynamique. Elle se doit à la fois d'être plus responsable dans la conduite de ses opérations, donc c'est la partie de gauche, la partie grise du slide, et également plus contributive dans son modèle d'affaires. Ça, c'est l'entreprise de demain, j'allais dire. Sachant que nous venons tous de la partie de gauche. Moi, le premier, et la plupart des dirigeants d'entreprise sont dans cette logique-là. Il y a encore quelques années, on se souciait peu finalement des contraintes sociales et environnementales, à partir du moment où bien, on avait un business dont l'objectif, c'était de développer plus de chiffre d'affaires, de marge, de rentabilité, de profit, de cours de bourse. La RSE est passée par là et a invité l'entreprise à se montrer plus responsable, avec une recherche de diminution des externalités négatives. Donc jusqu'à présent, on ne s'en souciait pas. Donc peu importe les conséquences qu'il y avait pour l'environnement, finalement, l'objectif était de faire voilà, de meilleures performances économiques. La RSE, effectivement, a permis de rééquilibrer les choses et les entreprises qui ont intégré une démarche RSE poussée, finalement, sont dans une logique de compensation d'externalités négatives pour arriver à une forme de neutralité. C'est la partie centrale du slide. Et puis, vous avez un certain nombre d'entreprises qui, au-delà de la contrainte, ont voulu intégrer ces sujets comme étant un élément plus stratégique, avec une réflexion autour de leur business model, de leur proposition de valeur, de leur offre, pour essayer de voir de quelle manière leur entreprise, leur offre, leur proposition de valeur pouvait contribuer, d'une façon ou d'une autre, finalement, à des enjeux sociétaux et contribuer au bien commun. Voilà, et c'est cette recherche d'équilibre entre les deux dimensions, plus de responsabilité, plus de contribution, qui définit pour nous l'impact positif et qui peut définir effectivement l'ambition aussi de l'entreprise dans les sujets de responsabilité d'une façon générale. L'objectif n'est pas que toutes les entreprises deviennent des entreprises contributives et régénératives. À partir du moment où on se met sur le chemin, j'allais dire, on contribue effectivement à cette logique d'amélioration et de bien commun. Et la CSRD invite finalement, et on va le voir effectivement très précisément tout à l'heure, à avoir cette double réflexion, à la fois de recherche de plus de responsabilité. La CSRD intègre beaucoup d'éléments de reporting RSE classique, et également plus de contributions. C'est-à-dire elle interroge le business model, elle interroge la proposition de valeur, elle interroge l'offre. On va le voir plus en détail tout à l'heure. Et avant de rentrer dans le détail et de laisser place au témoignage de nos invités, juste un point de rappel juridique pour savoir finalement qui est concerné. Alors, à partir du 1er janvier 2024, c'est-à-dire maintenant, les entreprises qui sont d'ores et déjà soumises à la NFRD, alors la traduction française, c'est la déclaration de performance extra-financière, principalement, ce sont les entreprises cotées. Donc, les entreprises cotées sont soumises effectivement à cette réglementation et doivent soumettre ce reporting CSRD sur l'exercice 2024, c'est-à-dire le reporting 2025. La grande majorité des entreprises concernées, il y en a à peu près 50 000 en Europe, devront reporter à partir du 1er janvier 2025, donc sur le reporting 2026, à condition de remplir deux des trois critères suivants, 250 employés, 50 millions de chiffre d'affaires ou 25 millions total du bilan. Les deux autres cas sont un peu moins courants, j'allais dire. Le dernier est intéressant, est important, puisque, et je crois que c'est important également pour votre secteur d'activité, les entreprises qui sont non européennes, mais qui réalisent des opérations supérieures à 150 millions d'euros sur le marché de l'Union européenne, devront se soumettre à ce reporting de durabilité, sous peine de ne pas pouvoir effectivement rentrer sur le marché européen. Donc ça, c'est un élément extrêmement intéressant. Ce principe d'extraterritorialité s'applique à la CSRD et vous pouvez imaginer effectivement que ça peut avoir des conséquences intéressantes dans votre environnement, dans votre marché. Au point important, c'est que le périmètre de consolidation, c'est bien celui du reporting financier. La CSRD est un rapport qui sera intégré en annexe du rapport de gestion. Et précision importante également, il devra être audité par un organisme tiers indépendant, de la même façon que les comptes annuels sont audités par un expert, par un commissaire aux comptes, pardon. Ils devront être audités par des commissaires aux comptes qui auront suivi une formation sur le reporting extra-financier ou par d'autres organismes tiers indépendants qui vont être agréés pour réaliser ces audits. Voilà pour la première partie. Je propose peut-être à Nicolas de prendre la suite. Excusez-moi, on a une question dans le chat. Je vais me permettre de vous la poser Oui, maintenant bien parce sûr. qu'elle est tout à fait dans le sujet. Est-ce que ces seuils s'appliquent aux comptes sociaux ou consolidés? Oui, ce qui est marqué dans la dernière ligne, effectivement, c'est le périmètre de consolidation qui est pris en compte. Voilà, donc une entreprise qui publie ses comptes de manière consolidée devra reporter sur le même périmètre.
Et le document de la CSRD, encore une fois, sera publié en annexe du rapport de gestion des comptes consolidés. Merci beaucoup. Merci Didier. On va introduire effectivement Nicolas, qui est notre premier témoin ou cas pratique dans le cadre de ce webinaire. Nicolas, je vous laisse peut-être présenter Porcher et puis ensuite je vais vous poser quelques questions qui permettront d'illustrer votre cas concret d'entreprise sur le sujet SPFRD. Très bien. Donc effectivement, déjà bonjour à tous. Peut-être déjà pour contextualiser quelques mots sur l'entreprise, qui vont permettre aussi de bien voir comment finalement ces sujets de la CSRD et de la RSE sont arrivés chez nous et avec quelles conséquences. Donc Porsche Industries, c'est une entreprise qui est multinationale. C'est une industrie de fabrication de produits semi-finis, d'accord? Et elle dispose pour ça de plusieurs sites de fabrication en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie et en Europe. Voilà. Didier, s'il vous plaît. Oui. Alors, nous fabriquons des matériaux qui sont composites à partir de textiles techniques, base de fibres. Alors, ça peut être du verre, du carbone, de l'aramide, par exemple. Et ces tissus sont ensuite traités chimiquement pour obtenir des hautes performances. Alors, ça peut être de la résistance chimique, de la résistance mécanique, de la résistance thermique, par exemple. Voilà. Pour certaines applications, on peut également réaliser une pré-imprégnation de ces tissus, voire même on peut les thermopresser pour créer des plaques de laminées. Donc ça, c'est pour notre activité opérationnelle. Didier, s'il vous plaît. C'est bien comme ça. Et donc, ces produits, en fait, pour Porsche Industries, ils sont destinés à de nombreuses applications et à plusieurs marchés de pointe, comme par exemple l'automobile, l'aéronautique, la défense, ou encore l'industrie, le bâtiment, ou même le marché sportif pour une plus petite partie de notre chiffre d'affaires. Donc, en fait, nos plaques, elles se retrouvent, par exemple, dans des pièces structurelles pour l'aviation civile, pour l'aviation militaire. Elles peuvent se retrouver dans des éléments de protection, par exemple pour du blindage de véhicules ou dans de la protection du soldat. Et puis, nos tissus, ils peuvent se retrouver aussi dans différentes applications, comme par exemple pour la fabrication d'airbags, la fabrication de parapentes, ou pour des renforts dans des adhésifs, des revêtements. Voilà. Dès lors qu'il y a une haute performance attendue, les produits Porsche ont du sens. Donc voilà un petit peu pour le contexte général de Porsche. Okay. Merci Nicolas. Donc, première question que j'ai envie de vous poser par rapport à ce sujet, c'est à la date d'aujourd'hui, quelles ont été les avancées de votre groupe sur le sujet de la RSE et quels ont été les moteurs au début pour avancer sur cette thématique? Et dans un deuxième temps, vous pourrez peut-être nous dire, d'après vous, quelles conséquences si vous ne faites rien sur ces thématiques, si vous ne faisiez rien sur ces thématiques. Alors, je pense qu'on peut dire, comme souvent beaucoup de sociétés, qu'on avait déjà de nombreuses choses qui étaient finalement faites et réalisées en interne sans forcément que ce soit labellisé RSE. Et le sujet de la RSE chez Porsche Industries, il a finalement d'abord été présenté comme un couple risque-opportunité et c'était aux environs de 2021. En fait, plusieurs vecteurs m'ont amené à coter ce risque de manière significative et à le mettre en avant auprès de nos dirigeants. Le premier, c'était un risque sur le plan du business, principalement pour nous présents sur le marché de l'automobile. En fait, nos clients nous soumettaient des évaluations extra-financières de manière beaucoup plus régulière et de manière bien plus précise à chaque fois qu'on avait des itérations. Et ce sujet, il apparaissait de plus en plus souvent finalement dans les discussions commerciales. Donc ça, c'était vraiment le risque fort qui apparaissait devant nous, c'était un risque business. Le deuxième risque fort, c'était un risque légal. Didier a commencé à l'évoquer. En tant que groupe, au sens juridique du terme, on est soumis finalement à l'obligation de présenter des comptes consolidés. Je crois que ça répond à une question du chat. Et par là même, de fournir une déclaration de performance extra-financière, donc la DPEF, en lien avec la NFRD qui est antérieure à la CSRD. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième point, c'était le risque légal, donc le risque de compliance. Ensuite, il y a trois autres enjeux qui ont été mis en avant, qui étaient aussi importants pour nous. Le premier, c'est le risque économique, lié principalement à l'énergie. Souvenez-vous, dernier trimestre 2021, les marchés de l'électricité et du gaz sont devenus très instables et ont fortement augmenté. Donc nous, sur le plan purement économique et environnemental, on a commencé à travailler sur les sujets de l'énergie. Les deux derniers enjeux, plutôt sur le côté, on va dire, social,
Le premier, c'est l'attractivité de notre entreprise à travers sa marque employeur. En fait, on s'est aperçu que les candidats à un recrutement chez nous étaient affichés de plus en plus d'intérêt au sujet de la RSE et à ces notions-là dans l'entreprise. Et le pendant de ça, c'est l'intérêt de nos collaborateurs déjà embarqués dans notre groupe qui, eux, finalement, évoluent aussi avec les phénomènes de société de manière générale sur ces sujets et qui se posent de plus en plus de questions sur le positionnement de leur entreprise vis-à-vis de ces sujets, ou tout simplement, en fait, des personnes qui n'attendent que ça, que l'entreprise s'engage sur ces sujets pour pouvoir s'engager et participer à ces sujets. Donc, en fait, voilà, il y avait vraiment ces 5 principaux enjeux qui ont été présentés. Donc ça, c'était pour le côté la genèse du sujet chez Porcher. Et les conséquences, en fait, ils sont directement liés à ce couple risque-opportunité. Finalement, c'est presque comme un simple choix à faire. Concrètement, pour une société qui travaille sur un marché tel que l'automobile, en fait, on prend un risque direct de perdre des parts de marché, voire même aujourd'hui de perdre potentiellement des clients si nous ne sommes pas démonstratifs sur ces sujets de la RSE. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour finir sur ces sujets-là, nos propres clients, eux, ils sont aussi engagés sur ces sujets, soit auprès de leurs consommateurs, soit auprès de leurs clients, soit d'un point de vue réglementaire. Finalement, un peu comme nous, ils sont engagés sur ces sujets. Et nous, en tant que fournisseurs, on a un impact direct sur leur performance en matière de RSE. Voilà. Et ce couple-là, finalement, risque-opportunité que je viens de présenter sur le volet, sur le risque business, on le retrouve finalement sur les 5 risques que j'ai pu présenter de manière différente et à des niveaux différents. Voilà un petit peu selon, pour Porcher Industries, la genèse et puis les conséquences qu'on a imaginées à ce risque-opportunité. Merci Nicolas. Du coup, j'ai envie de vous poser une autre question, c'est comment comptez-vous progresser et qu'avez-vous prévu de faire sur ces sujets dans votre fonction de risk manager et quels freins, difficultés entrevoyez-vous sur le sujet de la CSRD pour embarquer en interne euh, voilà, comment vous pouvez répondre à ces 2 points? Alors, à la première question, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que, en tout cas pour Porcher Industries, mais je pense que c'est valable, Myriam pourra nous en parler sans doute aussi pour Shomara, le sujet de la RSE, finalement, il touche à tous les aspects de l'activité, sa gouvernance, les opérations, les ventes, le développement, les achats, les RH. Voilà. Donc, tous les processus régaliens, en fait, qui sont touchés par ce sujet de la RSE. Donc, ce qu'on a fait depuis 2021, c'est qu'on a d'abord essayé de construire une histoire, donner du sens à tout ça. On a construit un projet pour essayer d'organiser ce sujet dans sa globalité. On a transcrit ce projet dans une charte d'engagement qui a été soutenue par la direction générale. Et puis, on a commencé à travailler sur les actions concrètes de la RSE. Finalement, comme je le disais tout à l'heure, il y en avait déjà qui étaient engagés, donc il fallait s'appuyer aussi sur ces sujets-là pour avancer. Plus concrètement, en fait, dans notre plan d'action, on commence par faire un état des lieux général sur l'ensemble des thématiques de la RSE. Alors, par exemple, évaluation fournisseur, nos consommations, les analyses de cycle de vie de nos principales références, ou encore le bilan carbone qui est un peu plus connu de tout le monde. Et puis ensuite, à partir de cette bilanterie, finalement, on pourra établir des feuilles de route. Alors, ces feuilles de route, on les imagine par processus, portées par les processus les plus concernés, côté RH, côté développement, côté vente, etc., pour pouvoir conduire des actions concrètes et atteindre des objectifs qui, en tout cas, doivent être alignés sur soit le Fit to 55 pour 2030, soit le Green Deal pour 2050. Donc ça, c'est pour répondre à la première question, où on en est aujourd'hui, et puis les actions qu'on envisage de demain. Donc de la bilanterie avant tout. La deuxième question, c'était les freins sur la CSRD pour avancer sur ces sujets. Alors, je vais vous donner, moi, la lecture que j'ai de la CSRD, ou en tout cas de ces sujets. Donc, quand je parle de ces sujets, c'est les sujets réglementaires, donc CSRD, NFRD, CSRD, voire éventuellement aussi taxonomie, je ne sais pas si on aura le temps de l'aborder. Donc, en fait, selon moi, ces sujets, ils sont vraiment loin d'être simples. Et en tout cas, pour Porcher Industries, il va falloir qu'on s'outille davantage pour pouvoir capter et analyser des informations, principalement des indicateurs, par exemple, que soit on ne capte pas aujourd'hui, soit qu'on capte et qu'on analyse de manière différente.
Donc, il y a déjà un gros travail finalement pour agréger de l'information qui est très dispersée et qui est d'autant plus dispersée que nous sommes un groupe international et que nous sommes présents dans des pays différents et souvent avec des cultures différentes. Donc ça va rendre le sujet d'autant plus difficile. Euh, donc pour pas que ce soit un frein ou pour pas que ce soit traité dans la douleur, selon moi, il faut vraiment que la complexité de ce sujet et tout ce que ça implique soit parfaitement partagé avec les organes de direction, afin que tout le monde soit bien aligné. Et il est important, je pense aussi, d'anticiper autant que possible ce sujet de la CSRD, même si on n'y est soumis qu'en 2026 sur l'exercice 2025. Et il est vraiment important de l'anticiper parce qu'il va falloir travailler en amont pour capter ces informations, les analyser. Et j'espère, entre guillemets, que ce n'est pas déjà un peu trop tard pour travailler correctement sur ce sujet. Alors, pour moi, il y a aussi un intérêt à cette réglementation. Je vous livre mon avis personnel. L'intérêt, c'est d'aligner toutes les entreprises sur un même standard de transparence. Finalement, on parle un peu de transparence. Et cela, ça va permettre au moins deux choses. Nous, chez Porsche, on est souvent régulièrement donc, sollicité par nos clients pour de l'auto-évaluation ou l'évaluation sous forme d'audit, mais à travers des référentiels qui sont différents. Alors des référentiels aujourd'hui qui nous touchent, il y en a plein. Hein. Nous, on nous demande par exemple des évaluations sur la base de EcoVadis, sur la base de Carbon Disclosure Project, sur la base de Supplier Assurance. Bon, tout un tas de référentiels qui sont légèrement différents, mais finalement qui ont le même objectif, le même enjeu. Donc pour nous, ça représente une perte de temps qui est phénoménale, à laquelle on ne peut pas se dégager parce que quelque part, il faut répondre à nos clients. Donc ça, c'est pour moi le premier intérêt finalement de cette réglementation. Puis le deuxième intérêt, malgré tout, c'est quand même d'améliorer la transparence de toutes les entreprises sur une base commune et, comme le disait Didier, de la contrôler. Donc ça permettra de parler de la même chose et quelque part d'éviter aussi le greenwashing, quoi. Voilà un petit peu. Ok, merci beaucoup Nicolas pour ce témoignage très intéressant. Je laisse maintenant la main à Sophie qui va se prêter au même exercice avec Myriam de Choumara. Myriam, je vous laisse présenter votre entreprise. Oui, merci. Donc, Chomara, c'est un groupe industriel, textile, bien évidemment, et familial, ça c'est important. Aujourd'hui, le groupe est implanté en France, aux États-Unis, en Chine et en Tunisie. En France, c'est environ 400 collaborateurs. Et on est sur trois domaines d'activité en France, les renforts pour matériaux composites, les renforts pour les matériaux de construction et ce qu'on appelle les textiles enduits et les films techniques. Donc là aussi, des marchés qui sont au final assez similaires à ceux de Porsche, même si on est sur des applications différentes. C'est on va livrer l'automobile, le sport, le transport, pour la partie textile enduit, plus la bagagerie de luxe, par exemple, ou les vêtements de protection. Voilà, donc c'est un peu ce qui fait aussi nos particularités, c'est qu'on a des marchés très diversifiés, des produits très diversifiés, des technologies très diversifiées, ce qui fait aussi que ça peut être complexe. Voilà pour la présentation assez rapide de Chomara, mais qui j'espère sera suffisante pour vous donner un aperçu. Merci. Alors, du coup, ma première question, ce serait, est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes de votre politique RSE aujourd'hui? Alors, on a démarré la réflexion, on va dire, post-Covid, et puis vraiment, on a commencé à se pencher dessus en 2021. C'est pareil, on faisait des choses, mais en gros, on ne savait pas qu'on faisait de la RSE, ou du moins on ne l'appelait pas comme ça. Rien n'était formalisé, mais on avait des petites actions, chacun un peu de son côté, on va dire, dans chacun des services, mais pas construit. Donc, on s'est dit, il y avait vraiment alors, un besoin à la fois de certains de nos clients, et puis on s'est dit que c'était vraiment important pour le futur de se pencher sur ces sujets-là. C'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, et c'était aussi une démarche qui venait, on va dire, de la direction. Et ça, c'est vraiment important. Je rejoins Nicolas sur ce sujet.
Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de partir, nous, de l'ISO 26000. C'est-à-dire qu'on a passé l'ISO 26000 en revue avec un groupe de collaborateurs, chacun prenant une thématique et en se disant qu'est-ce qu'on fait bien dans cette thématique-là, qu'est-ce qu'on fait moins bien, comment on peut progresser. Et donc, suite à ce travail, on a vraiment dégagé des axes d'amélioration, des axes de progrès, des choses que l'on pourrait faire qu'on ne faisait pas encore à l'heure actuelle. Et on a donc défini un plan d'action. Ce plan d'action avec ces grands axes ont servi aussi de support à une nouvelle stratégie d'entreprise qu'on a baptisée chez nous la stratégie à venir. Mais désormais, la RSE fait partie intégrante de notre stratégie d'entreprise. Ça facilite quand même grandement l'appropriation aussi des thématiques à tous les niveaux. Euh, on avait en plus l'avantage d'avoir démarré en parallèle, même un petit peu avant, des labellisations, enfin, on est ISO 14001 et 50001, donc ça vient aussi renforcer cette stratégie-là. On a fait notre premier rapport RSE en 2023, donc sur les données de 2022. Et on a pu établir notre bilan carbone en 2023, donc par contre sur l'année 2021. Donc voilà à peu près où est-ce que nous en sommes. Aujourd'hui, au niveau du groupe, c'est quand même la France qui tire un peu le sujet. C'est parce que, alors on représente aussi, on va dire, la plus grosse activité au niveau du groupe. Et on tire la démarche parce que c'est aussi le siège du groupe qui est en France. Donc, on est un petit peu en avance par rapport à nos collègues qui n'ont pas tout à fait la même structure. Et donc, on va essayer de les accompagner du mieux qu'on peut, même si, effectivement, chaque pays a sa particularité. Et donc, on ne peut pas forcément reproduire ce qu'on a fait en France sur les autres pays. Il faut les laisser aussi avancer à leur rythme et avec leur propre contexte. Voilà pour la présentation de là où on en est. Merci. Et alors aujourd'hui, avec l'arrivée de la CSRD, qu'est-ce que vous vous posez comme nouvelles questions au niveau de l'entreprise, au niveau de votre poste, par rapport au pilotage de ce sujet? Alors, on s'en pose beaucoup des questions. Il faut être tout à fait honnête. C'est un sujet qui peut faire peur. Donc, on a essayé d'être un peu pragmatique en se disant, bon, déjà, il y a un problème de planning. On sait qu'il faut qu'on soit prêt en 2026. Donc, on s'est dit, il faut qu'on prenne le sujet dès aujourd'hui, donc en 2024, pour faire un premier rapport pardon, en 2023, pour faire un premier rapport à blanc en 2024 et être prêt en 2025. Donc, il y avait déjà cette question de planning que je pense on a pu essayer de résoudre euh, pour l'instant. Euh, Ensuite, il y a un problème d'organisation aussi. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à qui on va solliciter. Chomara, c'est une petite structure au final. Euh, les personnes sont déjà sollicitées dans le cadre du comité RSE. On est aussi labellisé EcoVadis, donc il y a un groupe qui existe aussi pour essayer de travailler au mieux sur ce label EcoVadis. Et donc, l'idée, c'est quand même de solliciter ces mêmes personnes. Mais ça veut dire qu'on va encore les solliciter un peu plus. Donc, c'est vrai il y a une organisation aussi à réfléchir à comment arriver à mobiliser toutes ces personnes-là sur un sujet qui peut sembler nouveau, même si on a déjà fait des choses. Donc, il y a cette problématique de mobilisation et la question aussi que moi qui m'a un peu chiffonnée quand on a commencé à regarder la CSRD, c'est de me dire, j'ai déjà fait pas mal de choses dans le cadre de la RSE. On a questionné nos parties prenantes, alors que ce soit les clients, les fournisseurs, par des questionnaires.
Je vois bien aujourd'hui comment ça se passe, puisque nous, on est aussi sollicités par nos clients. Est-ce qu'il faut que je les ressollicite à nouveau sur des questions peut-être différentes? Est-ce qu'ils vont déjà prendre le temps de me répondre? Donc voilà, ça fait partie hein, des questionnements qu'on n'a pas totalement levés. Parce qu'il y a quand même un sujet important avec ces parties prenantes, c'est comment on va faire pour de nouveau les solliciter, ou est-ce que finalement le travail qu'on a fait en amont, il va pouvoir nous servir et on ne sera pas obligé de refaire deux fois la même chose. Donc c'est vrai que là, il y a un point aussi. L'autre point, c'est la notion d'outils. On sait qu'il y a énormément de reporting, d'indicateurs à calculer. Euh, Comment est-ce qu'on va pouvoir récolter toutes ces informations-là et surtout les pérenniser? Parce que l'idée, c'est que dans le temps, on puisse rester sur ces indicateurs-là, quoi. On ne soit pas obligé chaque année de refaire la, la même démarche et que ce qu'on met en place aujourd'hui, ça soit valable le plus longtemps possible, on va dire. Donc voilà, il y a la problématique aussi de l'outil pour récupérer tous ces indicateurs. Donc, beaucoup de questions, mais j'espère qu'on aura peut-être quelques réponses dans la suite de ce webinaire. Oui, merci. Alors, beaucoup de questions, effectivement, pas mal de difficultés quand même. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de créer de la valeur pour l'entreprise avec la CSRD en s'en servant comme un vecteur de transformation pour dégager un meilleur impact? Alors, si je m'appuie sur l'expérience qu'on a de la RSE, nous, vraiment, ça a été un changement important pour l'entreprise, le fait de l'ancrer dans la stratégie. Moi, je suis convaincue que la CSRD, ça va vraiment nous obliger à nous reposer des questions, euh, à nous projeter sur peut-être le plus long terme, euh, à réfléchir aussi en termes d'impact. Quel impact on va avoir sur l'environnement, sur le social. Et du coup, ces changements, quel impact ils vont avoir sur nos activités, comment on peut faire pour y répondre le mieux possible. Donc, à ce titre-là, je pense que vraiment, la CSRD peut nous amener quelque part à se faire un espèce de brainstorming sur le futur et être une source de changement positif pour l'entreprise. Donc, à ce titre-là, je pense qu'on a effectivement beaucoup à gagner à se pencher sur ces problématiques-là. Et donc peut-être que justement, ça va nous amener à trouver de nouvelles pistes de développement auxquelles on n'avait pas forcément pensé parce qu'on n'avait pas eu cette vision globale des choses, cette vision qui touche toute l'entreprise, comme aussi le disait Nicolas. Merci beaucoup, Myriam. Laurence, je te repasse la parole. En fait, c'est Didier maintenant qui va reprendre la main pour aborder de façon plus concrète le- la CSRD et qu'elle induit. Merci Laurence et merci à nos deux témoins pour ces témoignages effectivement qui sont riches et la transition est toute trouvée entre les propos de Myriam et puis ce que je vais développer maintenant sur en fait l'intérêt, l'utilité et la valeur que l'on peut créer à travers la CSRD. Euh, Rapidement sur les intentions de la Commission européenne. L'objectif, effectivement, plusieurs. Il y a plusieurs objectifs. Le premier, c'est se doter, dans un premier temps, d'un référentiel universel qui permet de comparer les performances extra-financières des entreprises de la même façon qu'on dispose tous d'outils qui permettent de comparer les performances financières des entreprises. Donc, en normalisant la production d'un reporting extra-financier, on va pouvoir assez facilement comparer des performances sur ces sujets aujourd'hui qui ne le sont pas. La DPEF aujourd'hui, la NFRD ne propose pas quelque chose de normalisé. Donc les entreprises ont la possibilité de reporter finalement ce qu'elles ont envie de reporter. Demain, ce sera plus possible. Donc le cadre est fixé, donc ça permettra effectivement de reporter des choses et d'avoir une comparabilité entre les performances. Et d'ailleurs, les établissements financiers, à commencer par la Banque de France, a commencé à mettre en place une notation extra-financière et un certain nombre de réseaux bancaires parmi les plus importants ont déjà fait savoir qu'à horizon 2025,
50% pour certains de la note de crédit serait basée sur l'évaluation de ces critères extra-financiers. La deuxième chose, évidemment, c'est faciliter la transition vers une économie durable. Alors, en invitant les entreprises réellement à repenser leur modèle d'affaires et à mesurer leur impact. Et c'est là où on fait le lien avec le business. Vous allez voir que la CSRD n'est pas un reporting de KPI, de chiffres et de ratios. La plupart des éléments à reporter, 70%, sont des éléments narratifs. Donc, il s'agit effectivement de raconter l'histoire de votre entreprise et raconter comment elle se prépare finalement à faire face à ces enjeux de durabilité auxquels nous sommes tous confrontés finalement, et en se projetant sur le très long terme, puisque la CSRD invite l'entreprise à se projeter sur un horizon 2035-2040, et voire 2050 pour le Green Deal, et voir effectivement en fonction des enjeux qui sont d'ores et déjà identifiés, que l'on connaît. On peut citer le réchauffement climatique, on peut citer également la démographie à l'échelle internationale, à l'échelle européenne, etc. Donc tout ceci, ça dit des choses et ça a des conséquences sur l'entreprise et sur son environnement. Et donc, il s'agit effectivement de se projeter, de sortir la tête, effectivement, pour se projeter sur le très, très long terme, chose qu'on a relativement peu l'habitude de faire, finalement, en entreprise. Les plans stratégiques, ils sont souvent faits sur 5 ans, rarement au-delà. Et là, il faut se projeter 2035-2040. Alors, il ne s'agit pas de faire un exercice de boule de cristal, mais en fonction de, j'allais dire, ce que l'on connaît, commencer à prendre des directions qui vont mener l'entreprise pour effectivement définir une trajectoire qui sera une trajectoire de durabilité qui permettra de démontrer à ces parties prenantes en quoi elles se préparent finalement à faire face à ces enjeux. Et évidemment, assurer l'interopérabilité entre et la comparabilité des données entre les normes, c'est effectivement quelque chose qui est sous-jacent à cette intention, enfin, une volonté de la Commission européenne. Et plus généralement, ça c'est non dit, mais c'est une réalité, l'objectif, c'est de permettre aux entreprises européennes qui sont mieux-disantes, nous le savons, sur les enjeux socio-environnementaux, et qui génèrent des coûts pour vos entreprises, pour nos entreprises, finalement, en prenant en compte davantage les critères socio-environnementaux, c'est en faire un véritable avantage concurrentiel face à une concurrence plutôt largement moins disante sur ces sujets-là. Et encore une fois, n'oubliez pas que ce que j'ai développé tout à l'heure, à savoir le principe d'extraterritorialité, les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires significatif en Union européenne devront se soumettre sous peine de se voir fermer les portes du marché européen. Alors, pour nous, on vous invite vraiment à penser la CSRD, non pas comme un sujet technique, réglementaire ou normatif, qui est souvent présenté comme ceci. C'est vrai que l'Union européenne a fait très peu d'efforts de pédagogie, j'allais dire, pour expliquer réellement la volonté et les objectifs de cette CSRD. Et le sujet est souvent présenté, malheureusement, comme un sujet uniquement technique, réglementaire et normatif, et qui vient surajouter une contrainte à un certain nombre de contraintes réglementaires qui on le sait bien, nous plaisent à tous. Donc, pourquoi c'est un sujet stratégique et qui doit être mené, à notre sens, et initié par les directions générales et la transformation? Parce qu'encore une fois, elle impose de mener cette réflexion de fond sur l'impact de l'entreprise, sur ses parties prenantes et des parties prenantes sur l'entreprise. Donc, c'est ce fameux principe dont vous avez peut-être entendu parler et sur lequel je vais développer de double matérialité. Il s'agit de montrer en quoi l'évolution des grandes tendances, j'en ai cité deux, ont une influence sur, j'allais dire, un impact financier sur l'entreprise, sur sa pérennité. Donc, c'est une première dimension, c'est l'impact externe sur l'entreprise, et également démontrer en quoi l'entreprise, à travers son action, son offre, son business model, sa stratégie, a un impact sur ses parties prenantes et sur l'environnement d'une façon générale. Donc, c'est cette double réflexion intérieur-extérieur, extérieur-intérieur qui va conduire à définir ce pivot qui est cette notion de double matérialité et qui va servir de base à la production du reporting. Elle impose également de mener une réflexion sur le gouvernance et le pilotage de l'entreprise. On va le voir tout à l'heure dans les éléments à produire. Il s'agit de démontrer en quoi, effectivement, la gouvernance de l'entreprise, qu'elle soit actionnariale ou opérationnelle, se saisit de ces sujets en profondeur. Y a-t-il des éléments de suivi, des KPI de suivi? Y a-t-il des éléments de rémunération qui sont liés à des objectifs extra-financiers? Et comment l'entreprise, finalement, pilote ces indicateurs? Elle nécessite de se projeter sur le temps long. Donc, pour nous, effectivement, ne serait-ce que pour ces 3 points, elle est une opportunité assez unique, finalement, pour l'entreprise de mener une réflexion stratégique et de business model sur le très long terme, en offrant un cadre qui, pour le coup, est extrêmement bien pensé qui permet effectivement de dérouler cette réflexion à travers un référentiel qui va s'imposer à l'ensemble des entreprises en Europe. Sachant que l'idée, c'est de dérouler un film de progrès, un plan de progrès qui sont beaucoup plus importants que la donnée elle-même.
évidemment, il va falloir reporter un certain nombre de chiffres, mais comme je le disais tout à l'heure, 70% des éléments reportés vont être du narratif. Donc, effectivement, ils vont démontrer effectivement, un point de départ, un objectif et une tendance que l'entreprise devra suivre pour effectivement conduire vers les objectifs de durabilité. On vous enverra ces éléments. Il y a un lien vers un article que nous avons rédigé qui a été récemment publié sur HBR et qui développe un petit peu plus en avant les différents points que je viens d'aborder. Donc, vraiment, l'un des messages qu'on aimerait vous faire passer, c'est vraiment un sujet de direction générale et transformation qui est, comme le disait Nicolas, assez systémique finalement, parce qu'il concerne tous les sujets de l'entreprise. Le SG, l'impact positif, la RSE est un sujet transformatif global, hein. Il concerne l'ensemble des services. Donc, l'ensemble des services devront contribuer d'une façon ou d'une autre dans la production de ce reporting. Mais l'impulsion et le caractère stratégique, et j'allais dire l'intérêt et l'utilité véritablement de cette CSRD, elle doit se faire au niveau de la direction générale. Alors, quelles sont les différentes étapes? J'ai déjà abordé un certain nombre de points. Le premier, effectivement, c'est des éléments liés à la gouvernance. Tout part de là, j'allais dire. Donc, il faut effectivement démontrer, expliquer, à travers un certain nombre d'éléments qui sont normalisés, en quoi la gouvernance actionnariale opérationnelle de l'entreprise se saisit de ces sujets de durabilité et qu'est-ce qu'elle en fait finalement et comment elle le fait vivre et qu'est-ce qu'elle s'engage à faire également dans le futur. Il s'agit de aussi expliquer en quoi la stratégie, la proposition de valeur, le business model de l'entreprise intègre ou intégrera ces sujets de durabilité dans sa feuille de route. Et là, effectivement, on rentre vraiment, donc, vous le comprenez, dans cette logique transformative, puisque si vous vous rappelez le schéma initial que je vous ai présenté, on n'est plus tout à fait sur la partie gauche de la RSE, hein, qui invite effectivement à faire mieux les choses et à reporter un certain nombre de critères, mais il interroge sur en quoi ma stratégie, mon business model intègre ces sujets-là, et qu'est-ce que je fais pour être plus contributif finalement pour le bien commun. Alors, il s'agira effectivement d'une méthodologie qui est proposée. Première étape, effectivement, au-delà de la gouvernance, description de la gouvernance et la stratégie, il s'agit de répertorier finalement la liste de vos parties prenantes, à qui vous parlez, avec qui vous discutez au sein de vos activités, les cartographier, les hiérarchiser, et puis là aussi, effectivement, les faire parler. On va les interroger, ces parties prenantes, et puis, alors, comme pour peut-être rassurer Myriam, il ne s'agirait pas forcément, effectivement, d'aller refaire tout le travail qui a été fait, mais s'appuyer sur des éléments existants dans l'entreprise et sur des travaux qui ont pu être déjà menés avec ces parties prenantes. Et donc, il s'agira effectivement de mettre en évidence en quoi finalement la partie prenante est importante, en quoi l'entreprise est importante pour ces parties prenantes, en quoi elle a une influence réciproque et quel est le niveau de dépendance de l'entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes et des parties prenantes vis-à-vis de son entreprise. Donc, il y a les trois notions qu'il va falloir, j'allais dire, documenter. On va ensuite déterminer un certain nombre d'impacts, de risques et d'opportunités sur les grandes tendances, qu'elles soient sociétales. On a là listé deux, réchauffement climatique, démographie, mais il y en a plein d'autres et qui sont plus spécifiques à votre activité. Et projeter sur ces parties prenantes et sur l'entreprise, quels sont les impacts de ces méga-tendances, quels sont les risques et les opportunités que cela représente. Et il faudra, en plus de ça, effectivement, communiquer un certain nombre d'informations, j'allais dire de base. Il y a un exercice imposé et que nous a rappelé Nicolas tout à l'heure, bilan de gaz à effet de serre, l'exercice de la taxonomie, donc il faut sortir un rapport de taxonomie. Alors très rapidement, en quelques phrases, il ne s'agit pas d'une nouvelle taxe, ça vient du grec taxos, effectivement, qui veut dire classifier. Donc il s'agit de classifier la Commission européenne a déterminé une liste comment dirais-je, d'activités qui sont éligibles au financement vert. Alors de l'Union européenne, des subventions, mais également des fonds verts. Donc il s'agit de classifier vos activités, de reporter finalement deux séries de trois chiffres. Le pourcentage de votre chiffre d'affaires, de CAPEX et d'OPEX qui est éligible à la taxonomie européenne, selon la liste qui est communiquée, et le même pourcentage de chiffre d'affaires, CAPEX et OPEX, qui est aligné avec la taxonomie européenne. Peut-être y aura-t-il des questions, j'apporterai plus de précision. Si on est une entreprise industrielle, on devra se livrer à une analyse des risques physiques. Alors, il s'agit de quoi? J'ai une entreprise, j'ai un site industriel dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais, qui a été soumis à un certain nombre d'inondations récemment. On sait très bien que le risque d'inondation va aller croissant sur certaines régions. Ces éléments sont documentés. Est-ce que mes sites industriels sont exposés à des risques? Et qu'est-ce que je fais finalement à travers un plan de résilience pour m'y préparer et, j'allais dire, les contourner, ces risques-là?
Donc voilà, donc tous ces éléments préparatoires, on va le voir tout à l'heure à travers un calendrier que l'on, voilà, à titre indicatif, qu'on vous proposera pour pouvoir mettre en œuvre tous ces sujets-là, devront être menés dans le courant de l'année 2024 pour préparer cette matrice de double matérialité qui, elle, fera apparaître finalement les enjeux les plus matériels pour l'entreprise. Alors matériel au sens anglo-saxon, c'est-à-dire les enjeux les plus significatifs, les plus importants. Et dans cette matrice, on va retenir finalement, on va positionner les différents enjeux en fonction de leur matérialité financière, c'est-à-dire en quoi effectivement ces grands enjeux ont un impact financier sur l'activité de l'entreprise. Et ça, c'est l'axe horizontal. Et sur l'axe vertical, quelles sont les activités de l'entreprise qui ont une matérialité à impact? C'est-à-dire en quoi effectivement mon entreprise contribue positivement ou négativement sur ses parties prenantes à adresser ces enjeux. Une fois que cette matrice de double matérialité est réalisée, eh bien, on va faire une analyse d'écart entre finalement les indicateurs dont on dispose, et qui sont souvent très nombreux, hein. Enfin, on fait ce travail d'inventaire et je remercie Nicolas d'avoir soulevé ce point-là parce qu'effectivement, c'est un point qui est très important. On fait un inventaire de la donnée et souvent on s'aperçoit qu'on a beaucoup plus d'informations qu'on le croit. Donc, on va effectivement faire une analyse d'écart entre ce qu'il faut reporter lié effectivement à l'étude de double matérialité qui aurait été faite et les indicateurs qu'il faudra aller chercher. Et puis, on va bâtir cette trajectoire de durabilité avec des indicateurs, des objectifs, le reporting de données. Donc, voilà en quoi consiste le reporting CSRD de durabilité avec un gros point sur la partie de gauche. Alors, pour entrer un petit peu plus dans le détail, puisqu'on parlait des enjeux qui est une partie essentielle, vous vous souvenez, effectivement, il s'agit de identifier les parties prenantes, mais en parallèle de ça, effectivement, de caractériser, de lister et caractériser les enjeux. Alors, les enjeux, ce sont les enjeux auxquels nous sommes tous confrontés, finalement, les grands enjeux sociétaux, environnementaux, mais également les méga-tendances de vos secteurs d'activité. Et on va classer ces enjeux, effectivement, à travers 4 catégories: les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux, les enjeux de gouvernance et les enjeux de business model. Et à travers, effectivement, un outil de caractérisation qui est là aussi lié à la norme CSRD, eh bien, on va affecter une pondération sur chacun de ces enjeux sur les parties prenantes et permettre, effectivement, en fonction de la note, de les positionner sur la matrice de double matérialité. Voilà. Donc, ce travail-là de matrice de double matérialité résulte du travail de caractérisation des enjeux et de leur projection sur les parties prenantes. Sur votre secteur d'activité, nous sommes permis effectivement de lister un certain nombre d'enjeux, je pense, sur lesquels vous conviendrez qui sont matériels pour votre filière, hein. Voilà, et il y en a bien d'autres. Mais effectivement, c'est de se dire finalement sur ces enjeux sociaux, ces enjeux de gouvernance, devoir de vigilance, ce qui consiste effectivement à s'intéresser à votre chaîne de valeur textile, hein, faire un audit des pratiques sur la chaîne de valeur, quelles sont les pratiques sociales et éthiques chez vos fournisseurs, quelle est votre politique, comment ça se traduit dans votre politique d'achat. Donc tout ceci, effectivement, devra être documenté et je me doute effectivement que dans la plupart, si ce n'est la totalité de vos entreprises, ce sont des éléments qui sont déjà, j'allais dire, largement documentés et largement nourris. Les enjeux environnementaux liés à la pollution, la protection de la biodiversité. On sait qu'effectivement, le secteur est un secteur qui a des enjeux relativement forts sur ces notions de pollution ou de protection de la biodiversité. Eh bien, c'est quelles sont l'influence, qu'est-ce qu'elles ont comme influence pour mon business, comment ça se traduit, et à l'inverse, qu'est-ce que je fais effectivement pour améliorer mon empreinte environnementale, limiter ma pollution, prendre en compte la biodiversité. Voilà, donc effectivement, c'est cet exercice qu'il faut faire. Effectivement, là, on me donne un raccourci assez rapide, hein, de quelques enjeux. Généralement, à travers les exercices que nous avons pu faire, on identifie 25 à 30 enjeux par entreprise sur lesquels on va projeter les parties prenantes. Et à partir de là, eh bien, la norme, là vous avez un résumé de 550 pages de CSRD sous les yeux. La norme, elle est répartie en 12 indicateurs de reporting, hein. Vous avez 5 indicateurs sociaux, donc c'est les ESRS 1, 2, 3, 4, 5. Les ESRS sociaux, 1, 2, 3, 4, hein, et puis des éléments de gouvernance. Donc, ils sont répartis sur les thèmes ESG, donc 5 environnements, 4 sociaux, 1 de gouvernance, et 2 normes transversales qui sont en fait, qui résument les points que je viens d'évoquer, c'est-à-dire les éléments liés à la gouvernance, à la stratégie, au business model, l'impact, les risques et les opportunités, et les éléments de double matérialité.
Donc ça, ces deux notions-là sont transverses pour toutes les entreprises. Et puis, en fonction des résultats de la matrice de nos matérialités, de ce qu'elle donne comme indication, eh bien, vous allez pouvoir choisir les indicateurs les plus pertinents qui vont correspondre à la matérialité de votre entreprise. Clairement, si vous êtes un distributeur, eh bien, vous n'avez pas les mêmes contraintes que si vous êtes un fabricant qui a des chaînes de fabrication dans des sites externes à l'Union européenne. Nous, en tant qu'entreprise de service, il est clair que les enjeux de biodiversité d'écosystème nous concernent moins qu'une entreprise, effectivement, qui fabrique des vêtements dans des sites de production qui lui appartiennent. Donc, en fonction de la matérialité des enjeux qu'on aura pu mettre en évidence dans cette matrice de nos matérialités, vous allez pouvoir choisir le nombre d'indicateurs qui correspondent à ce qui est important pour votre entreprise. Sachant que, comme vous pouvez le voir, la totalité des points de données avoisine les 1200, d'accord? Donc, c'est extrêmement important. Soit mais nous avons fait récemment l'exercice pour une grosse entreprise, une entreprise de plusieurs milliards de chiffre d'affaires, site industriel, on est tombé à 650 data points. Et comme elle était soumise à la NFRD, elle avait déjà là, au moins la moitié des indicateurs qui étaient disponibles. Donc, vous voyez, souvent, effectivement, ce chiffre de plusieurs milliers d'indicateurs est mis en exergue pour expliquer de quoi il s'agit. Encore une fois, ce chiffre, il baisse de manière très significative en fonction de l'analyse de matérialité qui est faite. Et encore une fois, il est également à mettre en relation avec ce qui existe à l'intérieur de l'entreprise qui, bien souvent, est plus important qu'on ne le croit. Euh, Voilà, donc alors, pour nous, enfin, vous l'avez compris, effectivement, mais je me permets de réinsister sur ce point-là. Les sujets, en tout cas tous les sujets préparatoires qu'on vient de voir, sont des sujets éminemment stratégiques, de gouvernance, de stratégie de business model, de cartographie, d'hierarchisation et de discussion avec les parties prenantes, d'identification des enjeux et d'analyse d'impact et risques et opportunités. Donc ça, c'est vraiment des discussions stratégiques et qui, à notre sens, doivent être menées en collaboration, en relation avec l'actionnaire, évidemment, au niveau COMEX-CODIR, sachant que toutes les fonctions sont concernées et elles constituent ce travail de fond qui permettra de vraiment démontrer l'utilité de l'exercice et qui ensuite sera, j'allais dire, transmis ou relayé par les services qui permettront effectivement les services de l'entreprise qui vont constituer la donnée et constituer les éléments de la feuille de route et du reporting CSRD. Donc on est vraiment sur deux temps qui sont deux temps très complémentaires, mais sur lesquels la notion de réflexion stratégique est vraiment centrale. Avant de prendre vos questions, voilà, on s'est permis de proposer un planning pour montrer effectivement comment tout ceci se séquence entre 2024 et 2025, sachant que bon, on a un petit peu de temps puisque en fait votre reporting, à moins que vous soyez soumis à la NFRD, doit être publié sur 2026, donc sur la base des comptes 2025. On a du temps, mais ça va aller vite. Et comme vous l'avez compris, il y a beaucoup de choses à faire. Donc là, vous avez la liste. On vous communiquera le document, donc vous pourrez effectivement j'allais dire, l'examiner en détail. Mais enfin, si on veut faire ce travail-là de manière profonde, utile, et pas surcharger les équipes, et en particulier sur 2024, eh bien, voilà, tous les éléments, on a commencé les travaux à partir de février dans ce schéma-là, eh bien, sont à commencer, j'allais dire, le plus rapidement possible. Le risque étant que plus effectivement on se rapproche de l'échéance, plus on travaille dans l'urgence, et là pour le coup on risque d'en faire une contrainte absolue parce que vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de choses à constituer, de choses préparatoires. Mais dans ce calendrier, finalement, on prend le temps de la réflexion et de nourrir effectivement cette CSRD avec des éléments de stratégie qui vont être vraiment utiles pour l'entreprise. Et une fois que la matrice de nos matérialités et j'allais dire, l'analyse des d'écart est faite, eh bien 2025 va consister en la production des données et de manière à être, j'allais dire, relativement confortable pour pouvoir sortir effectivement le reporting début 2026. Voilà, Laurence, Myriam, j'en ai terminé pour peut-être cette première partie ou cette deuxième partie. On peut peut-être prendre quelques questions, à moins que vous en ayez à me poser déjà. Merci Didier. Oui, effectivement, peut-être une première question qui adresse plutôt Nicolas et Myriam, qui est de savoir comment vous avez abordé le sujet de votre empreinte carbone. Comment vous calculez aujourd'hui votre empreinte carbone, Porcher Industrie et Chomara, ou comment vous allez la calculer demain? Peut-être Myriam, si tu veux démarrer. Alors, nous, on a fait le choix, comme c'était la première fois qu'on faisait
un bilan de gaz à effet de serre, de passer par un organisme. Donc, c'est vraiment l'organisme qui nous a aidés sur le sujet. Et je pense qu'il y en avait besoin parce que c'était quand même un sujet assez complexe euh, qui nécessite d'être un peu organisé. Et donc là, on va reprendre la démarche en interne, mais ça nous amène aussi à réfléchir à bah, tout ce qui touche la donnée. En fait, on en parle dans le cadre de la CSRD, mais c'est pareil pour le bilan de gaz à effet de serre. C'est comment on s'organise pour avoir les données le plus facilement possible. Et donc, il y a toute une phase de réflexion là qu'on est en train de mener pour savoir comment on peut faire pour avoir cette donnée le plus facilement possible et ne pas ressolliciter trop les équipes à chaque fois pour refaire des calculs et aller chercher à droite à gauche. Donc voilà, dans un premier temps, donc cabinet extérieur et aujourd'hui, eh ben, on se met en ordre de marche pour pouvoir faire ça en interne et de façon beaucoup plus facile. Merci Myriam. Donc, je pose la même question à Nicolas. Nous, sur la partie bilan carbone, on est un petit peu au début de l'histoire. On va réaliser notre premier bilan cette année. Et pour faire ce bilan carbone, on a choisi de suivre un partenariat avec l'Unitex et la société WeCount pour établir ce premier bilan carbone. Nous, la difficulté, bah, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que on a 12 sites industriels, donc y compris des sites qui sont à l'étranger. Donc ça va être compliqué pour nous d'aller chercher des données pour alimenter ce bilan carbone, hein. Je rejoins Myriam sur ce constat-là. Et puis bah, il va y avoir les conséquences de ce bilan carbone qu'on essaye d'anticiper. On a estimé que on pourrait avoir 80 à 90% de notre bilan carbone qui serait sur le scope 3, donc tout ce qui est émissions indirectes, principalement liées aux achats de matières premières. Et donc, il va falloir qu'on se prépare à travailler sur ce sujet des achats durables. Ok, merci Nicolas. Du coup, comme la société WeCount a été citée, je crois que Marine Fouquet est parmi nos participants. Je vais peut-être te laisser évoquer le bilan carbone, quoi, la formation action bilan carbone que vient d'évoquer Nicolas. Et puis peut-être, Marine, j'ai une autre question euh, peut-être à évoquer ici. Tout à l'heure, Myriam a dit que l'une des préoccupations, c'était de ne pas perdre de temps quoi, et de réutiliser de la matière et des démarches déjà entreprises. Et peut-être c'est intéressant que tu puisses faire le lien sur ce sujet bilan carbone, en quoi le fait d'avoir fait un bilan carbone peut faire gagner du temps pour la CSRD. Oui, alors, bonjour à tous. Donc, pour parler d'abord de la formation action, nous, en partenariat avec Unitex et avec l'UIT, on organise en fait des sessions collectives qui durent 4 mois, pendant lesquelles des entreprises peuvent travailler sur leur bilan carbone et la définition d'une stratégie climat de manière collective. La prochaine date a lieu, le prochain lancement a lieu le 14 mai. Ça sera la 3e édition. Donc c'est une démarche qui a fait ses preuves en tout cas auprès de plusieurs entreprises, à la fois pour internaliser la compétence en fait du bilan carbone, un petit peu comme le disait aussi Myriam. En effet, c'est assez complexe et c'est intéressant en fait d'internaliser cette compétence. Pour répondre en quoi ça peut aider les entreprises d'avoir fait leur bilan carbone dans la CSRD, et ben là, je vais reprendre plutôt un peu ce qu'a dit Didier, c'est que en fait, dans l'analyse de double matérialité, là, il faut prouver que vous ne pouvez pas, que vous n'êtes pas influé par le changement climatique, que vous n'influez pas sur le changement climatique, ou que votre entreprise n'a pas d'impact négatif dû au changement climatique. Donc, si vous arrivez à prouver ça, bon courage, parce qu'aujourd'hui, il faut faire preuve de ces éléments-là, ce qui ne sera pas possible pour la plupart des entreprises. Donc, de toute façon, le bilan carbone va un peu devenir obligatoire avec la CSRD. Donc, c'est déjà gagner du temps, en fait, que de faire son bilan carbone sur les indicateurs de la CSRD. Et du coup, il y a à peu près, on va dire, 200 indicateurs en moyenne liés au changement climatique.
Et nous, avec Weekant et avec notre plateforme de comptabilité carbone, notre but, c'est en fait d'automatiser le plus possible ce reporting-là. Parce que pareil, je reprends aussi les mots de Didier, hein, le but, c'est de montrer en fait comment vous vous améliorez, en fait, plutôt qu'est-ce que vous avez mis en place. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que vous passiez le moins de temps possible à faire votre reporting sur cette partie carbone et que vous passiez le plus de temps possible pour mettre en place un plan d'action, en fait. Ok, merci beaucoup Marine pour cette intervention et on est à votre disposition si vous souhaitez en savoir plus évidemment sur cette formation action au bilan carbone. Je vois une deuxième question dans le chat qui est intéressante, c'est dans quelle mesure les fournisseurs textiles, donc les entreprises qui font moins de 250 salariés, peuvent être impactés par la CSRD qui est menée par leurs clients. C'est en lien avec cette question qu'on a choisi pour ce webinaire d'adresser non pas que les entreprises de plus de 250 salariés, mais on a descendu jusqu'à 150 salariés parce que voire 100 parce qu'on estime qu'effectivement, vous pouvez être concerné même si vous faites moins de 250. Euh, Peut-être Didier, je vous laisse répondre sur ce point-là. Oui, oui, je vais y répondre. Préalablement, j'aurais apporté un complément sur les- les points qui viennent d'être évoqués, notamment sur la data. Évidemment, on préconise d'avoir des outils qui vont permettre de suivre cette data. Bon, vous avez compris qu'il y a un gros coup de collier à mener dans les 2 années qui viennent pour constituer la bibliothèque de données, finalement, hein, qu'on va suivre d'année en année. Après, ça va être une logique de suivi. Donc, c'est cette trajectoire qu'il va falloir actualiser, mais effectivement, l'important, c'est que cette donnée, un, soit constituée, deux, soit suivie. Et pourquoi c'est important, au-delà effectivement de faciliter le suivi, c'est que c'est bien cette data qui va être auditée par l'organisme tiers indépendant. Donc, ils vont s'assurer effectivement de la cohérence, de la sincérité et du lien avec des systèmes d'information d'entreprise. Donc, que ce soit les données bilan carbone de gaz à effet de serre ou bien les données propres à la CSRD, on ne peut que vous encourager effectivement à stocker vos données dans des outils, alors que aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui sont en train d'émerger, notamment sur la CSRD. C'est un petit peu plus mature aujourd'hui et Weekend est une très belle plateforme avec quelque chose de très robuste au niveau de outils de collecte de données, de bilan de gaz à effet de serre, mais c'est un élément qui est très important. Pour répondre spécifiquement à votre question, mais pour les entreprises de moins de 250 salariés, en fait, elles sont concernées indirectement. De la même façon qu'aujourd'hui, elles sont concernées, et vous avez des demandes pour les petites entreprises, dans le cas de consultation par les donneurs d'ordre qui mettent en place des contraintes liées aux enjeux sociaux et environnementaux, tout simplement parce qu'ils sont tenus de faire des analyses de bilan de gaz à effet de serre, scope 1, 2, 3, et que finalement, que vous soyez une petite ou une grande entreprise, vous êtes toujours le scope 3 de quelqu'un. On est tous le scope 3 de quelqu'un, qu'on soit petit ou grand. Donc, ça veut dire qu'une entreprise de moins de 250 salariés, elle est impactée indirectement de par les contraintes liées à la chaîne de valeur. Vous avez vu que le reporting, effectivement, qui va être demandé, est un reporting, effectivement, qui va impliquer l'ensemble des parties prenantes. Et les parties prenantes, elles sont pas distinguées par leur taille. Donc, les entreprises qui aujourd'hui ne sont pas soumises à la CSRD vont avoir des demandes, vont avoir de la part de leurs donneurs d'ordre des entreprises de taille plus importante avec lesquelles elles interagissent, j'allais dire, d'informations de durabilité qui leur permettront de compléter leur reporting à elles-mêmes. Euh, Merci Didier. On a une autre question de Xavier Plot. Le niveau de détail de ce rapport CSRD sera-t-il adapté en fonction de la taille de l'entreprise? Il y aura certaines latitudes selon la taille de l'entreprise et sa configuration. Alors, c'est un excellent point. Il y a, les entreprises de moins de 750 salariés ne seront pas tenues de reporter sur l'ensemble des 1178 data points. C'est-à-dire, effectivement, il y a certains sujets sur lesquels elles pourront faire une impasse. Alors, tout ceci est en train d'être documenté. Pour information, la traduction dans le droit français, dans la réglementation française, a eu lieu le 6 décembre 2023. Donc, c'est extrêmement récent et tout n'est pas encore écrit et défini. Ce que nous savons, c'est que les entreprises de moins de 750 salariés, donc il y en a beaucoup, hein, probablement autour de cette table virtuelle, devront reporter sur un nombre moins important de points de données. Donc là, les 1178 correspondent à un maximum, j'allais dire, pour les entreprises les plus importantes. Et encore une fois, l'exemple que je citais tout à l'heure d'entreprise industrielle de taille importante, plusieurs milliards d'euros, le nombre de data points sur lequel elle doit reporter est nettement moins important. Donc oui, le détail sera précisé dans les semaines ou les mois à venir par la réglementation.
Vas-y, Sophie. Oui, merci Didier. On a une autre question intéressante. Pour les PME, la mise en place d'une stratégie RSE nécessite des moyens qui peuvent être assez coûteux. Comment faire de la CSRD un centre de revenus et pas uniquement un centre de coûts? De vous en saisir, j'allais dire, le plus rapidement possible. Aujourd'hui, les entreprises qui se sont saisies de ces sujets de RSE, et la CSRD, finalement, c'est une super RSE, quoi, avec un cadre qui est extrêmement intéressant d'un point de vue de construction de cette démarche RSE. Les entreprises qui intègrent les sujets aujourd'hui de RSE en profondeur en font réellement un avantage compétitif. Elles recrutent plus facilement, donc elles ont une marque employeur qui est plus porteuse. Dans les appels d'offres, effectivement, elles se distinguent par des engagements alors sans faire toujours la différence, en tout cas, elles les distinguent et n'en font pas des sujets éliminatoires. J'ai en tête une entreprise dans un secteur d'activité qui n'est pas le vôtre, mais enfin qui est dans l'industrie, qui nous a sollicité pour les aider à mettre en place une démarche RSE, parce qu'elle venait de perdre un appel d'offres avec l'éducation nationale dans lequel les critères RSE étaient importants. On prenait 20% de la note. Ils étaient à prix égal, technologie égale, et c'est ce qui a fait la différence. Bon. Donc aujourd'hui, ce sont des enjeux, ce sont des sujets qui permettent de recruter plus facilement, de fidéliser plus facilement, de parfois faire la différence au niveau commercial, d'attirer des investisseurs qui permettront, pour lesquels c'est important, et ça le sera de plus en plus. Donc c'est un sujet aujourd'hui vraiment qui permet de faire la différence. Très rapidement, vous l'avez compris, et propos liminaire, effectivement, je vous renvoie sur les éléments d'introduction. Les entreprises qui ne se saisiront pas des sujets, finalement, vont se disqualifier très vite. Elles pourront de moins en moins facilement recruter, vendre, se financer, et donc ça deviendra un enjeu de pérennité réelle. Donc, pour répondre très précisément à votre question, pour que ça soit un avantage concurrentiel, saisissez-vous-en le plus rapidement possible. Merci Didier. On a une autre question. S'agissant des outils, est-ce que vous avez un retour, un avis sur la plateforme que l'État vient de mettre en place qui s'appelle Portail RSE? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils qui circulent. Bon, l'initiative est louable, hein. De ce qu'on a pu en voir aujourd'hui, elle est vraiment au type bêta. Elle apporte relativement peu d'éléments, et en particulier pour la constitution du rapport CSRD. Donc, bah, c'est très bien, effectivement, pour derrière s'auto-évaluer et voilà, faire un premier pas. Mais en tout cas, c'est probablement pas quelque chose qui va vous préparer aux enjeux dont on parle, et en particulier sur la CSRD. Et moi, j'avais peut-être une question complémentaire pour revenir sur ce que disait à nouveau Myriam tout à l'heure, et puis également Marine Fouquet dans une moindre mesure. Comment faire en sorte de gagner du temps au niveau opérationnel sur la CSRD? Quelle concordance entre le référentiel CSRD et d'autres référentiels que les entreprises sont peut-être amenées à traiter? Je pense par exemple à Bicorp ou EcoVadis. Je crois que vous avez préparé un slide là-dessus, Didier. C'est peut-être intéressant de le Oui, oui, proposer effectivement. voilà, pour montrer que finalement, Ouais, ouais. voilà, je vous laisse peut-être le C'est un point super montrer. important. Et effectivement, alors toutes les démarches qu'on voit sous les yeux, tous les référentiels qui existent sont bien, je veux dire, on ne peut que vous engager à faire ces démarches le plus largement possible. Mais comme vous pouvez le voir, il y a très peu de correspondance entre les référentiels existants, les organismes de notation comme Ecovalis. Le bilan carbone couvre effectivement une partie des éléments liés au changement climatique, mais vous voyez, tous les éléments, tous les autres, j'allais dire, thématiques ne sont pas concernées. Et donc, que vous soyez Covadis, Bicorp ou que vous ayez fait votre bilan carbone, ben, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses à aller chercher. Ouais. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Merci Didier. Sophie, est-ce qu'on a encore des questions dans le chat? Ou est-ce qu'on est, je pense qu'on a répondu à peu près tous les points. N'hésitez pas, si on a encore le temps, quelques questions si vous le souhaitez. Peut-être un autre point qu'on pourra approfondir. Vous avez évoqué dans vos propos introductifs, pardon, la question des financeurs et des assureurs en
abordant le fait que leurs pratiques vont changer dans la façon de financer et d'assurer. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce point-là? Oui, bien sûr, il y aurait beaucoup à dire. Alors, je vous renvoie effectivement aux déclarations d'Henri Castries, l'AXA, lorsque la COP 21, donc Paris 2015, hein, donc ça commence à remonter à loin, qui affirmait qu'un monde à plus 3 degrés n'était plus assurable. L'année dernière, il y a eu des catastrophes climatiques partout dans le monde, mais en particulier en Allemagne. Vous avez le patron d'une grande compagnie d'assurance allemande qui a déclaré que en fait, c'était à 1,5 aujourd'hui que ça devenait problématique. Les banques aujourd'hui ont mis ces sujets, et c'est pas uniquement pour verdir leur image, j'allais dire, c'est parce qu'elles ont conscience qu'aujourd'hui, ce risque est un risque qui va devenir systémique. Comme je disais tout à l'heure, ces enjeux, s'ils ne sont pas pris en compte suffisamment dans les entreprises et suffisamment tôt et suffisamment rapidement, vont devenir très vite des enjeux qui vont avoir un impact sur les performances économiques de l'entreprise. Encore une fois, pour revenir là-dessus, pour ne pas recruter, ou moins recruter, vendre, etc., etc., et se financer. Donc ça, c'est un premier point qui est aujourd'hui vraiment cette conscience que les banques et les assurances, qui sont probablement les entreprises qui se projettent le plus loin possible dans l'analyse des risques, en font un sujet prioritaire et poussent beaucoup pour que les entreprises s'approprient ces sujets. Après, sur comment ça se traduit aujourd'hui, alors les fonds d'investissement, nous on voit très bien, il y a une très forte évolution de la demande. On travaille en collaboration avec un certain nombre de fonds d'investissement qui nous sollicitent pour intervenir dans le cas de due diligence, chose qu'elles ne faisaient pas auparavant, et elles mettent au même niveau ces entreprises, ces fonds, les sujets de ESG que les sujets financiers et juridiques. Et parfois font même des no-go sur des dossiers lorsque l'entreprise n'a pas des caractéristiques suffisamment avancées sur ces sujets-là. Bon. Deuxième point, il y a la mise en place de la taxonomie. Vous savez qu'il y a des fonds qui se disent verts. Donc, il y a eu une classification de fonds également. Il y a eu beaucoup de fonds qui sont déclarés socialement responsables. Et finalement, le législateur a décidé de mettre un petit peu le ménage là-dessus parce que 90% des fonds se déclaraient socialement responsables. Et puis on voyait, je vous renvoie vers un reportage magnifique qui est sur Arte sur la finance responsable, qui démontre que bah, vous avez des fonds responsables qui ont investi des centaines de millions d'euros pour financer des pistes de ski à Dubaï, par exemple. Bon. Alors évidemment, avec tous les effets collatéraux d'image et de récupération et de greenwashing donc, que vous pouvez imaginer. Pour mettre fin à ça, les fonds qui se disent responsables doivent respecter les éléments liés à la taxonomie, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ne pourront flécher une partie de leur investissement en vert que sur des investissements, que sur des entreprises qui auront un certain pourcentage de chiffre d'affaires de CAPEX et d'OPEX clairement orientés vers les sujets répertoriés par la taxonomie européenne. Et puis enfin, comme je disais, la Banque de France a déjà intégré des critères de durabilité dans son évaluation, et les banques à horizon 2025 certains grands réseaux bancaires ont déjà affirmé que 50% des notes de crédit seraient basées sur des critères extra-financiers. Donc, si vous voulez avoir non seulement des meilleurs taux, mais tout simplement des taux et du financement sur du moyen terme auprès de vos banques, c'est des sujets qu'elles vont examiner de plus en plus, j'allais dire, clairement et fortement. Et là, que vous soyez petite ou grande entreprise, soumise à la CRD ou pas à la CSRD, on ne peut que vous inviter à, j'allais dire, à montrer à vos partenaires financiers votre engagement sur ces sujets-là, parce que ça va devenir quelque chose de très important pour votre relation avec eux. Merci Didier. Nous n'avons pas de nouvelles questions et nous sommes juste dans le timing, donc c'est parfait. Je propose qu'on clôture ce webinaire. Sophie, je te laisse dire quelques mots. Oui, ben merci à tous pour votre participation. Merci Didier, Nicolas, Myriam pour tous ces éléments passionnants. J'espère que ça vous a intéressé. Juste quelques mots pour conclure. Vous avez vu que tous ces sujets sont interdépendants. Tous les éléments qui vont être nécessaires pour satisfaire la CSRD vont vous être demandés pour le futur affichage environnemental, pour répondre aux futures exigences du règlement éco-conception qui va arriver. Pour la directive Green Claims qui arrive également, ça va être nécessaire. Donc l'unité et Unitex, on est particulièrement mobilisés sur tout ça et on vous propose toujours des nouvelles manières de vous accompagner dans le décryptage pour avancer. Voilà, Marine en a parlé, on a la promotion climat, la troisième qui va démarrer le 14 mai avec le grant.
N'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous voulez plus d'infos. Et puis voilà, plein d'autres actions à venir dont on vous fera part. Merci Sophie. Juste pour compléter ton point, il y a également pour les entreprises qui sont situées en Auvergne-Rhône-Alpes une convention des entreprises sur le climat qui va démarrer donc sur le bassin lyonnais d'une part et les Alpes d'autre part dans les semaines qui viennent, le démarrage le 19 mars. Donc, plusieurs entreprises textiles ont déjà participé à cette convention d'entreprise sur le climat, notamment Boldoduc, ATC ou Aéroté- euh, ou Rossignol, pardon, dans la région. Donc voilà, si vous souhaitez des informations, il y a une actualité là-dessus et la CSC peut être une façon de rentrer dans les sujets et d'aborder la partie stratégique qu'évoquait Didier. Voilà, et puis donc, comme indiqué au démarrage du webinaire, nous allons vous adresser dans les heures qui viennent des documents en lien avec ce webinaire, donc le support de présentation, l'article que Didier censé évoquer tout à l'heure, ainsi que le replay pour ceux qui souhaiteraient réécouter le webinaire. Merci à tous, merci particulier à nos intervenants et bonne continuation et à votre disposition sur ces sujets dans les semaines qui viennent.